Bonjour pour cette nouvelle émission autour de Collapsus. Ce soir, Laurent Hayet et moi-même recevons Renaud Duterme, qui est un des auteurs qui a écrit dans Collapsus un article sur le capitalisme, qui nous semblait indispensable à un regard d'ensemble sur les processus possibles d'effondrement. Donc Renaud est géographe et essayiste. Il a signé plusieurs ouvrages sur l'histoire, la géographie du capitalisme, la géohistoire du capitalisme, peu importe comment on appelle ça. Il enseigne la géographie en Belgique et il va commencer par se présenter. Donc, Renaud Duterme, si tu pouvais dire 2 mots sur ce que tu fais. Et tu es également membre de CADTM, c'est ça? C'est bien ça, oui. Merci à vous deux déjà de m'avoir demandé de rédiger un chapitre du livre et merci pour votre invitation, pour cet entretien. Oui, comme tu l'as dit, voilà, je suis géographe, en tout cas j'enseigne la géographie dans un lycée, l'équivalent d'un lycée dans le sud de la Belgique. Donc à côté de ça, je suis actif depuis pas mal d'années au sein du CADTM, qui est le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, qui est une organisation qui au départ luttait contre la dette du tiers-monde et qui petit à petit a élargi un peu ses propos à la dette tout court, à la dette publique, puisque même dans nos pays considérés comme riches, on voit que cette question devient centrale. Et voilà, et à côté de ça, depuis pas mal d'années, je m'intéresse également à cette fameuse notion d'effondrement, pour lequel j'ai écrit quelques articles et un livre qui questionne un petit peu ce concept de collapsologie. Et voilà, à côté de ça, un peu tout ce qu'il y a à dire pour l'instant, je pense. D'accord. Alors, ton article s'intitule « Peut-on en finir avec le capitalisme ?» Et avant de répondre à la question, tu commences par faire un petit tour par l'histoire, tu reviens en arrière et pour expliquer en quoi le capitalisme est un système particulier. Est-ce que tu peux rapidement résumer quelle est cette histoire longue du capitalisme ? Oui, je vais essayer d'être assez bref. C'est vraiment un mot qui est fondamental à mon sens, qui est assez connoté négativement, notamment du fait du discrédit de ce qu'on a appelé le communisme réalisé. Donc voilà, jusqu'à peu, dès qu'on parlait de capitalisme ou qu'on dénonçait le capitalisme, on se faisait passer pour un stalinien ou pire. Donc, et pourtant, moi, je trouve vraiment que ce terme est assez important parce qu'il caractérise vraiment quelque chose de singulier dans l'histoire, à savoir donc un système économique qui est devenu tout à fait englobant et qui, en fait, à mon sens, prend sa source, enfin, c'est pas que pour moi, c'est évidemment sur base de différents travaux, prend sa source dans les grandes découvertes et dans le commerce longue distance. Donc c'est pour ça qu'on a la date symbolique de 1492 que tout le monde connaît, la découverte entre guillemets de l'Amérique par Christophe Colomb, par les Européens. Et pourquoi, quel est le lien entre ça et le capitalisme? Parce que c'est à partir de ce moment-là, en fait, où on a une sphère économique, une sphère marchande qui va petit à petit prendre son autonomie par rapport au reste de la société et qui va commencer à englober la société dans son ensemble et surtout à avoir un certain pouvoir sur elle. On voit que dans les sociétés antérieures ou dans d'autres sociétés non capitalistes, même s'il en subsiste très peu aujourd'hui, on voit que souvent ce qu'on appelle le marché, qui existe depuis des siècles dans de nombreuses sociétés, mais était toujours subordonné à une certaine autorité, qu'elle soit princière, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit coutumière, etc. Et ce qui, à mon sens, est vraiment un des traits fondamentaux du capitalisme, est cette autonomie de la sphère financière. On a vraiment un pouvoir des marchands. Et ce pouvoir des marchands prend principalement ses origines dans le commerce longue distance. C'est pour ça qu'on voit déjà avant 1492 quelques villes qu'on pourrait appeler de pré-capitalistes, comme Venise et comme Gênes. Mais c'est vraiment, à mon sens, à partir de 1492 que va se mettre en place vraiment une autorité du monde marchand, notamment parce que c'est concomitant avec ce qu'on pourrait appeler les débuts d'une certaine mondialisation, c'est-à-dire une interconnexion de l'ensemble des régions du monde qui vont faire émerger une accumulation de richesses considérables au profit de l'Europe et au détriment des autres régions, à commencer par l'Amérique et puis par les colonies d'Afrique, d'Asie, etc. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, le trait fondamental du capitalisme. Et à partir de là, on va vraiment avoir une accumulation qui va être sans cesse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette accumulation, elle ne va systématiquement se faire qu'en ponctionnant des richesses d'autres régions.
Comme tu l'as dit, Laurent, donc je suis géographe, je m'intéresse beaucoup à la géographie. Et il y a vraiment une dimension spatiale qui est fondamentale dans le capitalisme, c'est-à-dire qu'un capitalisme ne peut, et qui est aussi en lien avec cette notion d'effondrement, on pourra y revenir tout à l'heure, mais le capitalisme ne peut s'expliquer qu'en comprenant sa dimension spatiale, c'est-à-dire qu'il ne peut prospérer dans un endroit qu'en allant fonctionner des richesses naturelles, des écosystèmes, et également des richesses humaines, entre guillemets, donc des populations ailleurs. Et là, on voit déjà un point qui est assez intéressant, c'est qu'on voit maintenant que le capitalisme a atteint probablement son paroxysme, puisqu'il y a très peu de régions maintenant dans le monde qui sont formellement non capitalistes, même si certains États, comme le gouvernement chinois s'appelle encore le Parti communiste, mais il n'y a plus rien de communiste là-dedans. Donc même la Chine est complètement les deux pieds dans un certain capitalisme. Et là, on voit directement déjà une des contradictions fondamentales sur lesquelles on reviendra certainement, c'est que ce capitalisme, maintenant qu'il est global, a de plus en plus de mal à aller fonctionner d'autres endroits, puisque, comme on le sait, la planète étant une planète finie, et on voit qu'il y a vraiment une contradiction dans les termes, puisque le capitalisme vise toujours à une accumulation infinie. Donc voilà un peu pour être très très bref, mais c'était un petit peu pour cette raison que ce mot capitalisme, à mon sens, est fondamental pour comprendre tout débat sur l'effondrement. Alors, on reviendra un peu plus tard justement sur les limites du capitalisme sur une planète finie. Je voulais te relancer sur deux dimensions particulières. Souvent, on fait rimer le capitalisme avec la capacité à s'approprier le travail d'autrui. On peut aussi le faire rimer avec une surexploitation de ressources naturelles présumées gratuites. Comment est-ce que tu articules ces différents registres, celui de la dette, celui du travail contraint ou non, et celui de la capacité à extraire de la valeur des écosystèmes? Mais, en fait, ces liens, ils sont tout simplement faits dans la logique et la définition même du capitalisme. Comme j'ai dit tout à l'heure, un des traits fondamentaux du capitalisme, c'est l'autonomisation de la sphère économique, mais on a également aussi l'objectif qui est une accumulation de richesses et de profits sans limite. Cette accumulation, elle vise à s'auto-entraîner. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça qui définit d'ailleurs le capital, c'est une somme d'argent qui cherche à faire des petits en permanence. Et donc ça, on voit que intrinsèquement là-dedans, on a nécessairement une nécessité d'extraction en permanence, d'exploitation. Cette exploitation, elle concerne, comme tu l'as dit, les populations humaines, puisque depuis les débuts du capitalisme, on n'a jamais eu de capitalisme sans exploitation de la main-d'œuvre, en général. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant parce que souvent, quand on a des débats sur le capitalisme, on revient souvent en disant oui, mais bon, c'est un système qui n'a jamais permis, il n'y a jamais aucun système qui a permis autant de progrès que le capitalisme. Et c'est vrai dans un certain sens, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ces progrès, ils n'ont d'une part concerné qu'une minorité de population sur la planète, et d'autre part que ces progrès ont systématiquement dû se faire au détriment d'autres peuples. Et on le voit dès les grandes découvertes, mais c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Si on prend l'époque coloniale, on voit que ça s'est fait essentiellement sur les peuples du Sud. On voit paradoxalement, parallèlement à ça, on avait également aussi une forte pression et une forte exploitation des travailleurs des pays du Nord. Il suffit de voir un petit peu les comptes rendus de la révolution industrielle dans les pays que sont la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, etc. Et encore maintenant, on voit que même si cette exploitation est assez cachée pour nous occidentaux, encore qu'elle est bien réelle quand on regarde un petit peu les conditions de travail de toute une série de fonctions dans nos sociétés. On voit que l'exploitation est toujours là, mais surtout, elle est encore bien plus grande dans d'autres régions qui sont relativement cachées pour nous, en tout cas qui sont invisibilisées par le capitalisme. Il suffit de voir les conditions de travail dans les différentes mines. Par exemple, je m'intéresse beaucoup à l'industrie minière aussi. On pourra en reparler également. Et on voit que tout notre modèle de consommation, ces soi-disant progrès qui sont inventés par les partisans du capitalisme, et avec raison dans un certain sens, on voit que tous ces progrès, tout ce confort moderne qu'on a, ne peut se réaliser qu'en exploitant des peuples qui sont ailleurs. Et parallèlement, pour répondre à ta question, avec les écosystèmes également, puisqu'on a vraiment un peu une sorte d'extractivisme, c'est un mot qui est assez à la mode, donc qui vise toujours à ponctionner les écosystèmes exactement de la même façon que les travailleurs. On considère un peu les écosystèmes comme une ressource sans limite et comme un réservoir de ressources sans tenir compte absolument des équilibres naturels. Je voulais dire aussi un petit mot, et je vois justement
un petit mot par rapport à ça, c'est que comment le rôle des femmes également est tout à fait central là-dedans. Et ça, j'avoue que pour l'instant, c'est une question sur laquelle je m'y intéresse depuis longtemps parce que c'est quelque chose qui m'échappait, je dois l'avouer. C'est que le rôle de femme a toujours été également fondamental dans l'appropriation par le capitalisme du travail et de l'autrui, et d'autant plus les femmes que les hommes, parce que ce travail était encore plus invisibilisé, puisqu'on sait très bien que, voilà, notamment si je reprends l'exemple de la révolution industrielle tout à l'heure, on sait que les femmes avaient souvent 2 journées de travail, puisque en plus de leur boulot à l'usine, dans les manufactures, etc., avaient en plus tout ce qui était le travail dans la sphère domestique, comment à s'occuper. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est concomitant à l'ensemble des continents. Donc voilà, on a vraiment un petit peu ce triptyque, si on veut, où on comprend que par la logique même du capitalisme, et je dis ça je voulais déjà le souligner, je dis ça de manière non idéologique, c'est-à-dire que je ne suis pas, on en reparler, mais je ne suis pas spécialement communiste, etc. Je ne critique pas le capitalisme par plaisir ou par simple rébellion, c'est juste que c'est un constat, que c'est un système qui ne peut être égalitaire et qui ne peut prospérer qu'en ponctionnant des ressources infinies, enfin, considérées comme infinies, et une main-d'œuvre qui est considérée comme ayant moins de valeur qu'une autre. Je ne sais pas si je suis clair, si j'ai bien répondu à ta question. Ce qui est intéressant dans l'époque où l'on vit, c'est que l'on pourrait envisager la fin du capitalisme de 2 façons, soit qu'il s'effondre sous sa propre voracité, sous ses contradictions, soit que des mouvements déterminés le fassent tomber. Ces 2 hypothèses font l'objet d'une abondante littérature aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il peut s'effondrer de lui-même et est-ce qu'on peut l'abattre? Et à quelles conditions? Alors, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. C'est un grand malentendu, à mon avis, qui subsiste. Moi, je suis, on va dire, un militant de gauche depuis pas mal d'années, depuis que je suis adolescent. Et donc, c'est vraiment une question sur laquelle j'ai toujours voulu répondre et à laquelle mes réponses ont évolué. Et en fait, je pense que le capitalisme, ce qui est de compliqué avec, c'est que contrairement à d'autres systèmes d'oppression dans l'histoire, c'est que c'est un système qui n'est pas personnalisé. Alors, je ne suis pas dans un truc comme François Hollande avait dit, ou une finance sans nom, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire qu'il n'y a pas un responsable ou des responsables. Et le problème du capitalisme est que nous sommes tous partie prenante de ce système. Là, on est en train de faire un entretien sur un ordinateur, sur toute une série de choses qui font le lit des multinationales. Et c'est très difficile de vivre en dehors du capitalisme. C'est pour ça que je ne crois pas en un effondrement, enfin en un renversement du capitalisme, d'autant plus que maintenant, il a atteint une dimension mondiale. Et donc, quand bien même ça arriverait dans un pays, ce serait très très compliqué de pouvoir vivre complètement en dehors de ce système du fait de l'interconnexion croissante qu'il y a entre les différentes régions, interconnexion principalement causée par ce capitalisme, soit dit en passant. Donc voilà, pareil pour un effondrement, c'est un peu quelque chose qui revient. Moi, j'ai souvent entendu, c'était déjà en 2008, je me rappelle des slogans dans des manifestations auxquelles j'avais participé, qui étaient indiqués sur des pancartes et qui disaient que pas besoin d'envisager l'effondrement du capitalisme, il va s'effondrer tout seul. Et je pense que ça, c'est vraiment une grave erreur de nombreux mouvements sociaux, c'est de croire ça parce que le capitalisme a une capacité de résilience sans commune mesure. C'est vraiment un mot qui est assez intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la collapsologie. Et le système le plus résilient est sans doute le capitalisme parce que justement, il rebondit sur les catastrophes qu'il produit pour étendre encore sa logique de marché à tout ce qui peut l'être. Je vous renvoie clairement, évidemment, aux travaux de Naomi Klein qui explique bien ça, où voilà, quand elle parle de stratégie du choc ou de capitalisme du désastre, où on peut le voir maintenant, en quelque sorte, avec cette épidémie de Covid, on voit que les grands gagnants de cette épidémie de Covid, et je ne suis pas du tout dans un complot, hein, qu'on se mette bien d'accord, mais de facto, les grands gagnants sont les grandes entreprises pharmaceutiques, des grandes entreprises du numérique, etc. Ce n'était pas évidemment un coup monté de leur part, mais on voit que, en tout cas, ces grandes entreprises, ces grands groupes ont toujours la capacité de rebondir sur différents chocs pour encore accroître cette logique capitaliste. Une fois que j'ai dit ça, j'ai un peu une bonne posture parce que je dis que le capitalisme est en quelque sorte la mère de tous les maux et je dis qu'on n'en sortira pas. Donc, j'admets ce paradoxe. Maintenant, je pense vraiment que ce qui est intéressant, et c'est une des limites que j'ai relevées sur pas mal de travaux de collapsologie, c'est que si on ne pointe pas la bonne cause,
on ne peut pas envisager des solutions qui sont bonnes, entre guillemets. Donc, je ne crois pas en une sortie du capitalisme dans un court ou moyen terme. Je pense qu'à long terme, c'est un système qui devra s'effondrer parce que, simplement, la contradiction fondamentale qu'on connaît tous, c'est voilà, un système qui vise une croissance infinie dans un monde fini ne peut pas perdurer. Mais je pense qu'à court et moyen terme, il va perdurer en provoquant des déséquilibres et des ruptures toujours plus nombreuses. Et je pense que si on veut que ces ruptures ne soient pas synonymes de désastre, de barbarie, etc., comme ça s'est déjà fait dans l'histoire, je crois qu'il faut absolument envisager de sortir des nombreux aspects de notre vie quotidienne de cette logique de marché. Et donc, c'est ça un petit peu l'idée, c'est que je pense qu'on peut envisager, on peut souhaiter un renversement du capitalisme, et moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, et je crois que dans un court ou moyen terme, avant d'envisager ça, ou on peut l'envisager en théorie, mais pragmatiquement, je pense qu'il faut vraiment d'abord essayer de sortir des aspects de nos sociétés de cette logique de marché. C'est ce qui aurait pu être fait avec cette logique avec cette épidémie de coronavirus. On l'a vu que au début, dans un certain sens, le confinement signifie ça. Maintenant, on voit directement que la logique capitaliste de nos dirigeants revient très vite, mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel les mouvements sociaux devraient approfondir, c'est prendre ça pour exemple en disant, regardez, c'est possible de sortir des choses comme la santé, comme le logement, toute une série de choses qui font partie des biens communs et des nécessités vitales, de sortir ça de cette logique de marché. Vous me dites si je ne réponds pas bien aux questions, des fois, parce que je m'égare un peu assez rapidement. Laurent, je crois que je ne t'entends pas, ton micro. Oui, excuse-moi. Je coupe le micro. Je me permets de tutoyer, on ne se connaît pas. Oui, tutoyons-nous. Je voudrais objecter, mais ce n'est pas pour le plaisir d'objecter, c'est juste pour bien saisir ta pensée. Je comprends et je suis assez intéressé et d'accord avec l'idée que c'est la distance qui a créé l'invisibilité de l'externalité négative, hein, parce que quand tu es un paysan et que tu surexploites ta prairie, tu payes les conséquences de tes conneries. Quand c'est un ailleurs, tu peux faire n'importe quoi, c'est pas toi qui payes la facture. Et je pense que effectivement ça a permis une espèce d'explosion de l'exploitation qui a toujours existé. Hein. L'esclavage date pas du capitalisme, on est d'accord avec ça. Ni le patriarcat. Bon. Donc, s'il n'y a plus d'ailleurs, puisqu'on est dans une société mondialisée, est-ce qu'on n'a pas un risque que l'ailleurs soit ici? Il n'y a plus de raison d'exploiter faire suer le burnou, pour parler vulgairement, et on a à la maison tout ce qu'il faut. Donc, on avait des sociétés autochtones qui étaient quelque part protégées parce que quelque part, on en avait besoin comme complice, comme support, comme troupe coloniale, comme infrastructure. Mais comme maintenant, de toute façon, on a maintenant plus besoin de cette distance. Et c'est pas là, il va y avoir un premier paradoxe, c'est que on a le retour du proche. Et je m'appuie sur les travaux, tu connais peut-être ça, la tropicalisation du monde de Xavier Ricard. Pas du tout, mais ça m'intéresse. Qui explique que maintenant les sociétés occidentales vont subir le même sort que des sociétés coloniales comme l'Amérique du Sud, comme l'Afrique, comme une certaine Asie, où les élites qui ont besoin de leur confort et qui sont appuyées sur des paradigmes qui ne peuvent pas se remettre en cause, vont faire du circuit court, vont intégrer peut-être même la collapsologie pour le mâcher et dire au nom du circuit court, au lieu d'exploiter le bout de la Terre, parce que c'est pas bien pour la planète, on va exploiter à domicile. Ce qui veut dire qu'on n'irait pas vers un effondrement, puisqu'on adapterait l'adaptation pour faire perdurer le système, comme a toujours fait Et on irait plutôt sur la thèse, je ne sais pas si tu te souviens, dans le livre Collapsus, on a essayé d'opposer un peu artificiellement effondrement et déclin, hein, avec l'idée qu'il y en a un qui est rapide et l'autre qui est plus lent, où on aurait une sorte de descente en gamme avec des aménagements concrets où, au lieu de dépenser de l'énergie pour faire venir des bateaux de Chine, on remettrait des usines en France, mais on les paierait comme les Chinois du centre de la Chine, etc., etc. Et on ferait une descente en gamme petit à petit, et que le but étant de rester sur le haut du panier, ceux qui pilotent le système comme ils peuvent, hein, je ne crois pas non plus à un complot,
l'idée qu'ils ne peuvent pas lâcher les commandes et les avantages et les privilèges ferait plutôt, tu vois, plutôt qu'un effondrement sous son propre poids et ses contradictions, plutôt qu'une révolution qui l'abattrait parce que on a un problème d'alternative, je crois, on pourrait avoir cet effet. Et moi, ma plus grande crainte, c'est les oligarques d'aujourd'hui qui nous expliquent les bienfaits de la permaculture et que le retour au servage pour, je sais pas, payer mes dettes, c'est LM, voilà, c'est bien. Tu vois ce que tu vois? Et là, on ne parle plus d'effondrement. Qu'est-ce que tu penses de ces idées-là? Super intéressante et je suis essentiellement assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Juste, on pourra peut-être en reparler après pour que je reste un petit peu dans le thème du capitalisme. Mais cet effondrement, enfin ce mot effondrement m'a toujours intéressé, mais m'a toujours posé un certain nombre de problèmes. Donc ça, on est d'accord. Et par rapport à ça. Et donc, comment est-ce que je ne veux pas perdre mon fil? Cet effondrement, moi, j'ai toujours écrit et toujours pensé que il faut sortir de cette idée d'effondrement très hollywoodien ou quoi, même si bon, c'est quelque chose qui me fascine aussi, hein, comme beaucoup, clairement. Mais je pense plus, j'ai souvent dit qu'un l'effondrement, si effondrement il y a, c'est un processus dans lequel nous sommes déjà, depuis maintenant pas mal d'années. Et en plus, d'autant plus, en tant que géographe, il y a vraiment une certaine mosaïque de l'effondrement. Il y a des sociétés qui sont, en tout cas, dans ce qu'on considère comme l'imaginaire d'un effondrement. Donc, par rapport à ça, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est un peu, encore une fois, le capitalisme est un système essentiellement contradictoire. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Et une de ces contradictions, c'est celle que tu as soulevée. C'est que nous, on n'accepterait pas de rouvrir des mines chez nous, par exemple. Alors que, je vais être provoqué en le faisant exprès, mais ce serait plus écologique d'ouvrir une mine en France, en Belgique ou etc. pour exploiter des ressources plutôt que de les faire venir de Chine. Ça, ce serait quelque chose qui serait intolérable pour la plupart des populations, non seulement au nom du fameux NIMBY, genre je ne veux pas que mon aménagement direct, mon jardin soit endommagé, que mes paysages soient bousillés, mais même au nom d'une certaine écologie, on entendrait la plupart des mouvements écologistes ou des écologistes radicaux, et moi le premier, et c'est ça un petit peu la contradiction, rouspéter là-dessus et être contre. J'en parlais justement avec mes élèves tout à l'heure dans un cours, donc c'est ça qui est assez intéressant. Et voilà, si jamais on voulait installer une mine de je ne sais pas quoi, dans mon entourage, je serais le premier à m'opposer à ça. Mais on s'y oppose moins quand c'est ailleurs. Donc c'est ça l'idée. C'est d'autant plus, c'est pour ça qu'à mon sens, il faut, et c'est une des faiblesses de beaucoup de mouvements écologistes, c'est que si on ne pointe pas la logique fondamentale du système, on arrive à seulement des palliatifs, des sparadraps qu'on met un petit peu partout, mais sans vraiment remettre tout ça en question. Voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment, parce que je n'ai pas grand-chose à objecter à ce que tu as dit. Je pense que je suis tout à fait d'accord et je vais m'intéresser un peu à ce concept de tropicalisation. Maintenant, je pense qu'il faut aussi faire attention à essentialiser des blocs. C'est-à-dire, voilà, c'est comme un peu le concept nord-sud. C'est un concept qui est intéressant, mais il faut aller un petit peu au-delà, je pense. Et quand on parle de tropicalisation, quand on parle que, voilà, on va faire subir à nos populations ce qu'on a fait subir et ce qu'on fait encore subir aux pays du Sud, il ne faut pas oublier que déjà dans nos pays et de tout temps, on a des populations qui ont des conditions de vie et de travail, pas comme dans certains pays beaucoup plus pauvres, mais en tout cas pas loin. Si vous allez même dans nos pays, hein, en France, en Belgique, dans certaines régions anciennement industrialisées ou aux États-Unis, on a beaucoup parlé des États-Unis récemment, on est vraiment dans des situations où c'est des gens qui vivent avec des bons alimentaires, qui n'ont pas d'argent pour des soins de santé, etc. Donc, on est vraiment dans des conditions proches des pays du tiers-monde. Donc, clairement, je pense qu'il faut aussi, même si ces clivages sont intéressants, je pense qu'il faut des fois aller au-delà et essayer de comprendre en fait qu'on est dans une relation je sais que c'est un grand mot, mais de classe, en fait, d'opposition de classe entre certaines personnes, certains groupes qui tirent leur prospérité et leur richesse du travail des autres. Et je pense que ça, c'est vraiment un lien fondamental. On va me traiter de marxiste, quelque chose un terme que j'assume dans certains, en tout cas en termes d'analyse, clairement. Moi, j'ai une analyse qui est marxiste et je pense que vraiment l'opposition, les antagonismes de classe sont le moteur de l'histoire. Ça, j'en suis persuadé. Non, après, je me détourne de certains marxistes par rapport aux alternatives, mais je crois que c'est vraiment une analyse qui est tout à fait pertinente. D'autant plus pertinente pour analyser les crises dans lesquelles nous vivons actuellement. Alors, moi, je voulais apporter juste un petit correctif, c'est-à-dire qu'on peut rouvrir les mines,
pas de la façon dont on les connaissait sous Zola, mais d'autres façons, en exploitant les terrils à la recherche de terres rares, par exemple, ou en faisant du fracking. Dans beaucoup de pays développés, le fracking est revenu. C'est une forme d'exploitation minière dévastatrice pour l'environnement et n'en est pas moins admise. On admet aussi la dévastation de notre environnement aujourd'hui avec une agriculture industrielle qui utilise beaucoup de produits dits phytosanitaires qui dégradent fortement l'environnement et la santé des gens. De plus en plus de rapports en attestent. Donc on est prêt à l'accepter, je pense. C'est une question pour partie de manipulation et d'évolution des sociétés. Là où je voulais en venir justement, c'est qu'il existe une troisième voie entre mettre fin au capitalisme ou attendre qu'il s'effondre, ce qui est probablement illusoire dans les deux cas, c'est de le réformer. Alors, ça se discute beaucoup, mais que penses-tu de l'idée justement d'instaurer des économies progressivement circulaires ou bleues ou d'autres formes de capitalisme, on peut dire, plus respectueux des cycles naturels et des humains? Alors, cette idée de réforme du capitalisme, je pense pas en fait qu'il y ait plusieurs capitalismes. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, sur lequel j'ai travaillé et j'ai beaucoup réfléchi. Par exemple, on a souvent tendance à dire qu'un capitalisme qui était bon, c'était le capitalisme d'après-guerre, qui était essentiellement régulé, avec on arrivait à cloisonner un petit peu les écarts de richesse, ou enfin, voilà, donc les 30 glorieuses et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment, on se dit souvent. Et puis, ça, c'est le bon capitalisme. Et puis, depuis les années 80, on aurait un mauvais capitalisme qui est le capitalisme qui est dicté par la finance. À mon sens, c'est une grave erreur parce que la différence, en fait, c'est le même capitalisme. C'est juste que dans le premier cas, c'était un capitalisme qui était bridé. C'est-à-dire dans lequel, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, toute une série d'aspects étaient sortis de la logique de marché. Des services publics, donc tout ce qui était… il y avait un grand pouvoir des syndicats qui faisait qu'il y avait un contre-pouvoir et ainsi de suite. Donc, il y avait vraiment voilà, des contre-pouvoirs à cette logique de marché. Et la particularité du capitalisme depuis les années 80, avec ce qu'on appelle la vague néolibérale et avec la mondialisation, puisqu'on pourra en parler aussi, mais ce capitalisme, à mon sens, n'a pu s'imposer que par la mondialisation, puisqu'on a pu mettre en concurrence différents peuples et donc du coup briser les revendications salariales en mettant en concurrence les travailleurs du monde entier. Et donc ce capitalisme-là, c'est le même, sauf que c'est un capitalisme qui est complètement débridé, dans lequel il n'y a plus aucun contre-pouvoir. On voit qu'il n'y a eu plus aucun service public, le monde du travail est complètement à la merci des grandes puissances, des grands groupes transnationaux. Les gouvernements sont complètement à la merci des marchés financiers puisqu'ils financent leurs dettes vis-à-vis vers la finance, alors qu'avant, ils finançaient leurs dettes donc par eux-mêmes, avec des banques centrales qui n'étaient pas indépendantes, etc. Donc, c'est ça. Donc, quand on parle de réformer le capitalisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'une priorité, à mon sens, maintenant, c'est encore une fois de le brider. Alors, le brider, ça ne veut pas dire soviétiser toute la société, parce que c'est souvent quelque chose qui revient quand on parle de ça. Je suis pas du tout, je suis vraiment un amoureux de la liberté. J'ai toujours été beaucoup plus proche des tendances libertaires que des tendances communiste ou trotskiste, etc. Donc, je ne suis pas du tout pour ça. Mais je dis juste simplement avoir une notion de public et de choses qui sont démarchandisées. Et encore une fois, la notion de service public est intéressante, par exemple. On peut avoir très bien une socialisation de toute une série de secteurs, comme les transports, comme la santé. Alors, socialisation ne signifie pas nationalisation. Un système de santé peut être aussi mal géré par un État que par une entreprise privée. En revanche, socialisation, qu'est-ce que j'entends par là? C'est un système de santé qui est géré à la fois par une autorité politique, à la fois également par des représentants des travailleurs, par les syndicats, par des représentants des usagers, donc des patients, et donc avec une espèce d'une organisation aussi beaucoup plus horizontale dans laquelle tout le monde a un peu son mot à dire, et notamment les premiers concernés, à savoir les travailleurs. Et ça, on peut envisager ça dans toute une série de choses, donc le secteur des transports, bref, donc des services publics qui sont vraiment démarchandisés. Et là, je pense qu'on aurait, alors certains vont me traiter de réformiste, enfin ça c'est clair, mais je m'en fous, encore une fois, je vous dis, je suis assez pragmatique et je pense que dans l'état actuel des choses, c'est les choses les plus radicales au sens, comment dire, essayer de résoudre le problème à la racine possible sont celles-ci. C'est vraiment, encore une fois, de sortir toute une série de choses, donc de rebrider cette marchandisation à outrance. Donc, je pense que ça revient un petit peu à ce que tu dis. Tu parlais d'économie circulaire, etc. Je pense encore une fois qu'on peut l'envisager, mais à mon sens, une économie circulaire qui est gérée par des entreprises dont le but ultime est de faire du profit et qui n'ont aucune bride, aucun
contre lequel il n'y a aucun contre-pouvoir, cette économie circulaire va se transformer exactement comme ça s'est fait avec la fameuse économie verte, c'est-à-dire avec du greenwashing, et on va voir un peu toute une série de dérives qui, au final, ne changeront pas grand-chose au problème. Donc voilà un petit peu pour cette idée de réforme du capitalisme. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je pense que c'est vraiment essayer de brider cette logique de marché. J'insiste beaucoup là-dessus, je me répète peut-être un peu trop, mais je pense que c'est vraiment fondamental. Laurent, micro. Est-ce qu'on n'assiste pas justement à l'inverse? Il n'y a plus l'ailleurs, l'ailleurs est ici, et quels sont les nouveaux Far West? C'est justement la conquête de ces communs. Je veux dire, on a bien vu l'OCDE pointer sur les fabuleux gains qu'il y avait dans l'éducation, qu'il y avait dans les services de santé, qu'il y avait dans les retraites. Et on voit l'offensive majeure qu'il y a en ce moment en nous disant tout ça, ça sera mieux géré si vous nous confiez tout ça. On est en train de détruire l'éducation nationale quasiment sciemment. Les retraites, c'est BlackRock à l'Élysée. Enfin, c'est des constats. Je veux dire, je suis comme toi, je n'ai rien contre la propriété, mais on va pas vers un bridage, on va vers un déferlement justement de débridage, et les dernières, je veux dire, tout ce qui n'est pas marchandisé aujourd'hui devient la cible. Une conversation était non payante jusqu'à peu, maintenant on est obligé de la faire via des supports informatiques où on paye quelque part. Et je pense qu'il y a des tas de gens qui sont en train de chercher comment marchandiser tout ce qui n'est pas tout ce qui est gratuit, tout ce qui est commun, tout ce qui n'est non marchand aujourd'hui. Donc, comment Tout à fait d'accord, et c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure le fameux concept de lutte des classes, parce que pourquoi est-ce qu'il y a cette marchandisation à outrance depuis les années 80? Parce que les classes dirigeantes, les classes dominantes ont gagné, entre guillemets, en tout cas temporairement. Elles ont gagné comment? En mettant en concurrence l'ensemble des travailleurs, en bridant les États, en bridant les États, notamment via la dette. On va en reparler tout à l'heure, etc. Et ce qui fait qu'il y a toute une série d'acteurs qui, le rapport de force, est complètement de leur côté. Et du coup, c'est forcément ce rapport de force est utilisé par eux pour accroître leur logique, leur domination, et ainsi de suite. Maintenant, du coup, je suis certain, pour moi, revenir à contre-courant impliquera uniquement de renverser le rapport de force. Et ce rapport de force ne pourra se faire qu'avec des luttes sociales et politiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui au départ, pour moi, c'est vraiment le moteur, encore une fois, un des moteurs de l'histoire. C'est que l'essentiel des progrès sociaux qui ont été acquis par nos sociétés ou par les sociétés ailleurs dans le monde n'ont toujours été par des mobilisations et des luttes. Il n'y a aucun pouvoir qui enlève son propre pouvoir comme ça sans qu'on le contraigne. Et là, le problème, en tout cas, c'est dans nos sociétés. Moi, je parle beaucoup de ce que je connais, donc la Belgique, la France, etc. Et malheureusement, la capacité de mobilisation et l'esprit de mobilisation est beaucoup moins présent. Je pense notamment en particulier dans nos générations qui sommes nées ou qui avons grandi à partir des années 60-70, parce qu'on n'a jamais vraiment eu besoin de défendre des acquis sociaux. En tout cas, jusqu'à maintenant, moi, en tout cas, je suis né, j'ai dit ça dans une émission française, donc c'était apparemment une expression belge, mais je suis né le cul dans le beurre, donc ça veut dire, je suis né sans aucune contrainte, en tout cas, et je suis déjà un privilégié, mais grosso modo, dans nos sociétés, on est quand même dans les sociétés d'abondance depuis maintenant une cinquantaine d'années, c'est en train de s'effriter, mais je pense qu'il y a vraiment un sentiment d'impuissance maintenant, parce que justement, je pense qu'on ne sait plus lutter. Et ça, évidemment, ce sentiment d'impuissance est encouragé par nos dirigeants. Moi, je le vois en Belgique et en France aussi, je crois. On a toute une série d'atteintes au droit de grève où on essaye chaque fois de le limiter. Là, on voit encore la question des violences policières en France où on essaye. Donc, c'est toujours des choses qui vont vers un renforcement du pouvoir. Et je pense que tout ça sera inversé quand il y aura vraiment une mobilisation populaire et large et avec vraiment des solutions de rupture et des luttes sociales. C'est quelque chose que je me répète. C'est vraiment quelque chose que je dis souvent, mais souvent, c'est un peu parce que beaucoup de gens, si on fait un sondage, je suis certain, chez 90% des Belges, des Français, etc., trouvent que le système déconne et voient qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, et de moins en moins de gens se retrouvent là-dedans. Le problème, c'est qu'il y a vraiment, encore une fois, un sentiment d'impuissance, notamment parce qu'on a toujours aussi,
on cherche un modèle clé en main. Et moi, c'est quand je fais des conférences ou des interventions sur ces thèmes-là, c'est souvent quelque chose qui revient et c'est une question à laquelle je suis très mal à l'aise. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a peut-être dans le chat, après, à mon avis, des gens qui vont dire, voilà, ils dénoncent, mais qu'est-ce qu'ils proposent? C'est souvent quelque chose qui revient. Mais justement, je pense que c'est pas à nous de proposer des choses. Nous, enfin, moi, en tout cas, mon but, c'est d'analyser un peu un problème. Mais une phrase qui est vraiment capitale à mon sens, qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'alternative qui va créer la mobilisation, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les mobilisations vont créer des alternatives qui seront diverses, qui dépendront d'un contexte et ainsi de suite. Donc je pense vraiment moi, qu'il faut des luttes qui partent de la base et c'est ces luttes qui vont petit à petit déboucher sur quelque chose. Et c'est ça, ce sera beaucoup plus efficace qu'un modèle clé en main. Donc je pense que c'est vraiment, moi, c'est mon espoir, c'est des luttes et je pense que c'est le seul sens ça. On me dit souvent, est-ce que tu es pessimiste ou optimiste? Ni l'un ni l'autre. Mais si, ce qui pourrait me rendre optimiste, en tout cas, c'est des mobilisations et des luttes sociales importantes. Sans mobilisation et sans lutte sociale importante, je pense que toutes les ruptures qui vont s'annoncer vont vraiment être synonymes de forte dégradation pour une majorité de gens. Oui, je voulais rebondir également sur deux autres auteurs qui traitent de capitalisme dans Collapsus. Gaël Giraud, d'une part, qui démontre le manque de logique, en tout cas le manque de rigueur intellectuelle de la plupart des thèses du néolibéralisme, notamment vis-à-vis de ses calculs de gains et de pertes par rapport au réchauffement climatique. Et Stéphane Foucard qui justifie un peu ce manque de logique en disant qu'en fait, le capitalisme n'est pas, ou plus exactement, le marché n'est pas une rationalité, mais un acte de foi, littéralement une sorte de culte avec ses grands prêtres, ses croyances. Donc, on comprend qu'on puisse lutter contre un système d'exploitation rationnelle par la logique, en démontrant ses faiblesses, mais comment lutte-t-on contre une croyance? Comment lutte-t-on à l'échelle mondiale contre un système dont on pense majoritairement dans l'humanité qu'il est bon pour soi? C'est ce que j'essaye de faire à mon échelle, c'est-à-dire en écrivant, en participant à ce genre de débat. Moi, en fait, c'est vraiment un petit peu mon objectif depuis pas mal d'années, c'est de déconstruire justement tous ces mythes. En fait, les défenseurs du capitalisme et surtout du néolibéralisme, donc vite fait, hein, quand j'entends néolibéralisme, c'est vraiment une phase du capitalisme et dans laquelle celui-ci est complètement débridé. Donc, pour revenir un peu, pour être sûr qu'on sache de quoi on parle. Et je pense que surtout les tenants du néolibéralisme sont, en fait, tout est basé sur des mythes qui ne tiennent absolument pas la route. Et donc, c'est vraiment une coquille vide, en fait, et c'est pour ça que leurs arguments sont souvent très facilement démontables. Bon, on pourra en discuter, là, je n'en ai pas qui me viennent en tête, mais souvent, quand j'essaye beaucoup d'écouter, moi, les économistes néolibéraux, etc., qui sont quand même assez présents dans la plupart des médias, et souvent, mais c'est des choses qui ne tiennent pas la route. Ils sont ils sont hors sol, ils sont dans des chiffres. C'est comme quand on dit, c'est quelque chose qui revient souvent, par exemple, j'ai entendu encore ça l'autre fois, que plus un pays est riche, plus il a une conscience écologique élevée. C'est vraiment, enfin, je crois que c'est la Banque mondiale qui avait fait ça. Il y a pas mal d'économistes libéraux qui reprennent cette affirmation. Mais je m'excuse de dire ça, mais c'est complètement débile. Enfin, je veux dire, c'est aussi uniquement en regardant les chiffres, etc., de la conscience écologique au sein du pays, mais on ne tient pas compte des externalités négatives, on ne tient pas compte donc des impacts écologiques qu'on en voit ailleurs. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment des choses qui ne tiennent absolument pas la route, mais qui sont dites et répétées à longueur d'émissions, de journées, etc. Et ça, des mythes comme ça, il y en a toute une série. Le fameux mythe du rattrapage, c'est souvent quelque chose qui revient aussi. Voilà, les pays doivent nous rattraper. On est toujours un peu dans cette idée de croissance économique linéaire où voilà, le modèle occidental serait le Graal à atteindre et que chaque pays va atteindre progressivement. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui ne tient pas la route. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la géographie, parce que rien que la géographie permet de démonter toutes ces idées-là. Puisque à partir du moment où les premiers de cordée le font au détriment des autres, les autres ne peuvent nécessairement pas arriver à rattraper les premiers. Donc, et donc oui, le truc, c'est qu'on est un peu dans une espèce de religion. Maintenant, encore une fois, je pense que cette légitimité du capitalisme, et en particulier depuis 2008, elle commence sérieusement à s'effriter. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens ne croient plus en ces mythes. Beaucoup de gens ne croient pas en la croissance verte. Beaucoup de gens ne croient pas. La pandémie arrive aussi également. Apporte un peu de l'eau à notre moulin. On voit que le marché, cette logique de marchandisation n'est pas apte à gérer des grands problèmes
comme la crise écologique, la crise climatique, comme des crises sanitaires, comme le chômage. On voit que le chômage dans nos pays n'a jamais cessé d'augmenter. On parle de chiffres, etc., mais c'est des chiffres qui sont manipulés, on a des gens à temps partiel, des gens qui sont exclus du chômage, mais en général, voilà, l'emploi disparaît et en particulier l'emploi de qualité disparaît dans nos régions. Donc, bref, toute une série de choses. Donc, on voit que toute la légitimité du capitalisme que j'évoquais tout à l'heure, qui a permis des progrès, etc., est en train de s'effriter. Ça a permis un certain nombre de progrès, et encore maintenant, hein, moi je l'avoue, je ne crache pas dessus. Je veux dire, c'est grâce, entre guillemets, au capitalisme que je suis dans un bureau bien tranquille et que j'ai un boulot quand même qui ne me fout pas ma santé en l'air, donc clairement. Mais encore une fois, ça se fait au détriment d'autres, et on voit que les gens qui ne subissent que les points positifs du capitalisme sont de moins en moins nombreux. On voit que maintenant, les côtés négatifs, que ce soit, et que l'on le voit, rien que, regardez quand même 2020-2021, même en Belgique, on passe quand même de sécheresse. Bon, moi, je suis belge, donc quand on dit à l'étranger qu'en Belgique, on a des sécheresses, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier, quoi. Donc, on est passé d'une sécheresse après à une pandémie, suivie d'une autre sécheresse. Bon, bref, donc rien que ça. Donc, on voit maintenant que petit à petit, le capitalisme, et je reviens un peu à ce que Laurent disait, commence à perturber un petit peu nos quotidiens bien tranquilles. Et je pense que là, ça va être une opportunité pour les luttes sociales, parce que la légitimité, sa délégitimité est en train de se faire de lui-même. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut absolument être là, être présent, parce qu'il y a deux risques. J'espère que je ne suis pas trop long. Il y a deux grands risques. Le premier risque, enfin non, il y a un grand risque en fait. Le risque, à mon sens, c'est que c'est la poussée de mouvements réactionnaires. En disant voilà, en promettant de revenir à un passé plus glorieux. Et je pense que le succès de Trump, par exemple, du Brexit, etc., j'aime beaucoup les travaux de Christophe Guilluy par rapport à ça, par exemple, où il remarque que voilà, c'est vraiment c'est déclassé, entre guillemets, donc c'est ceux pour qui, en gros, c'était mieux avant. Et moi, je suis de ceux-là, par exemple. Bon, pas dans mes choix politiques, mais je suis quelqu'un qui pense que voilà, il y a toute une série de choses dans la société actuelle qui ne me plaît pas. Et je pense qu'il y a 20, 30, 40 ans, j'aurais été plus heureux. Toujours dans mon bon contexte occidental, on est bien d'accord. Et je pense que il y a vraiment une tendance chez beaucoup de personnes en se disant, voilà, en idéalisant un passé un peu plus glorieux et donc de revenir un peu sur des choses réactionnaires en disant, voilà, le problème, en fait, il faut se couper du monde, bloquons l'immigration, etc., etc. Et donc là, je pense que ça va vraiment être le grand risque. Et pour que ce risque ne se matérialise pas, je pense qu'il faut que des forces progressistes, des forces de gauche, entre guillemets, au sens large, pousse vraiment sur le point et qu'on ait vraiment une convergence des luttes entre les syndicats, les mouvements écologistes, etc., pour envisager un système autre, comme je disais tout à l'heure, une démarchandisation de toute une série d'aspects pour arriver un peu à une société qui soit viable, en fait, tout simplement. Micro. J'ai l'air d'insister avec ce bouquin, mais je t'invite vraiment à le lire. Je vais le lire, ouais, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Donc, il n'est pas très épais, il est édité au PUF. Okay. Ce que dit Xavier Ricard dans son livre, c'est que, et c'est pour mettre un bémol à ton enthousiasme, les forces de domination, on va les appeler comme ça d'une façon un peu neutre, dans les pays soumis qui ont été exploités, dits tropicaux, mais il y a des tropiques qui sont plus au nord que nous, hein, on sait faire, je veux dire, on installe une bourgeoisie hors sol, hein, qui dépend complètement du système du dessus, qui se moque complètement de ce qui se passe en dessous. Et en ce moment, on parle bien du décollement des élites de chaque pays qui commencent à se désolidariser. Enfin, il y avait qu'à voir les commentaires de certaines couches sociales vis-à-vis des Gilets jaunes, par exemple. On voyait bien qu'on n'était pas dans le même pays. Et il y a des mécanismes rodés qui existent depuis des centaines d'années de comment étouffer les révoltes en sédimentant les classes sociales. Enfin bon, et ces méthodes-là sont en train d'être rapatriées, enfin, ou donnent l'impression d'être rapatriées. Et je ne sais pas si des pays qui n'ont pas pu, enfin, il y a les luttes décoloniales, mais bon, je suis pas sûr que la victoire soit complètement grâce à des phénomènes internes au pays et pas à d'autres choses. Enfin bref. Es-tu si confiant que ça qu'on puisse par la lutte changer quelque chose?
Je me souviens, à une conférence, j'ai une dame qui m'a posé la même question et elle m'a dit, est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste? Et j'ai répondu, ben si, c'est de l'optimisme, mais c'est tout ce qu'on a. Et voilà, c'est ce que je pense. Je suis pas spécialement quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un d'assez joyeux, etc. Je déprime pas clairement, mais voilà, je suis pas spécialement optimiste et je ne le suis pas spécialement pour cette question-là. C'est juste que c'est tout ce qu'on a. Donc voilà, moi c'est un peu mon objectif, c'est essayer, j'essaye dans tout ce que je fais, dans mon enseignement, dans mes interventions, dans mes livres, etc. C'est d'amener un peu des outils au service, de mettre en fait mes compétences, ce que je crois être mes compétences, j'espère que je ne suis pas arrogant en disant ça, mais au service de lutte. Voilà, donc c'est le but d'un livre, par exemple. Bah voilà, j'écris un bouquin sur quelque chose qui, dans le but, essayer de fédérer des luttes, de donner un peu des arguments à ceux qui ont des doutes sur ce système et ainsi de suite. Et maintenant, voilà, comme tu dis, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples historiques, il n'y a pas eu d'exemples de renversement du capitalisme qui ont vraiment réussi, en tout cas sur du long terme. Mais je pense que voilà, notre force peut-être, c'est de pouvoir apprendre de l'histoire. On a une base de données quand même qui est notamment avec Internet, avec la prolifération de livres, qui est quand même assez intéressante. Donc c'est un petit peu ce sur quoi je table, mais il n'y a aucune certitude là-dedans. Et non, je ne suis pas spécialement, en tout cas, je ne suis pas naïf, ça c'est clair. C'est juste que en fait, c'est un petit peu une idée. J'ai pas d'enfant, mais c'est un débat d'ailleurs, pas très facile avec ma copine par rapport à ça, pas dit en passant. Mais si jamais je devais en avoir, je voudrais pouvoir me regarder dans une glace et dire voilà, j'ai fait ce qui me semblait bon pour pas vous laisser un monde pourri, quoi. Mais voilà, à partir de là, je, tout est ouvert, quoi. Donc, mais ce que je suis persuadé, ça, c'est vraiment un peu quelque chose qui guide ma pensée. C'est un slogan que j'avais lu, je crois que dans une brochure anarcho-syndicaliste. J'ai jamais réussi à retrouver la source. Si quelqu'un peut-être là, ça m'intéresserait vraiment. C'était une phrase clé qui disait la compréhension du monde est un préalable à sa transformation. Et moi, je pense que vous aussi, en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui guide toute mon action. Je suis persuadé qu'en comprenant un problème et qu'en comprenant une société, qu'en comprenant un système, c'est un préalable à pouvoir le transformer. Maintenant, on est bien d'accord, ça ne suffit pas, c'est juste un préalable. Mais voilà, moi, je fais ce qui me semble, ce que je me semble savoir faire et donc essayer d'alimenter un petit peu cette compréhension. Après, advienne que pourra. On a déjà parlé avec toi donc un peu de ce futur, mais comme la troisième partie de notre interview est consacrée à l'avenir tel que tu le vois, je vais concrètement le dessiner. D'ici 1 an, 2 ans, il est probable que des vaccins seront disponibles, administrés aux populations et que nous sortirons du contexte Covid. Il est probable également que le désastre économique sera compensé par une relance lourdement carbonée. Est-ce que tu as les mêmes craintes ou est-ce que tu penses encore que par la lutte, cet avenir-là n'est pas écrit? Non, j'ai les mêmes craintes parce que les luttes ne sont pas du tout au rendez-vous pour l'instant. Et moi, j'en veux beaucoup, par exemple, aux organisations syndicales. Enfin, moi, je parle de la Belgique, un peu de la France, que je connais moins, mais voilà, qui sont beaucoup vraiment à la ramasse, qu'on n'entend pas du tout dans cette crise, qui sont complètement déconnectés des réalités quotidiennes. Donc, beaucoup de mouvements écologistes aussi, qui sont complètement déconnectés des réalités quotidiennes aussi des gens, qui revendiquent une écologie sans penser au côté social et ainsi de suite. Enfin, donc voilà, donc clairement, je pense que là, pour l'instant, les mouvements sociaux, et je m'inclus dedans aussi, hein, nous ne sommes pas du tout à la hauteur. Donc, je partage tes craintes. Je suis quasiment certain que. Et j'irai même encore plus loin. Je crois que si on ne fait rien, ce qui va se passer, donc, c'est qu'on va revenir au business as usual. Désolé pour mon accent pourri. Mais en plus, on va nous mettre de l'austérité à tout va parce que ça a coûté cher cette crise et à un moment donné, il va bien falloir la payer. Donc là, c'est pour ça que, enfin voilà, moi je suis toujours dans ce fameux comité qui lutte pour les dettes illégitimes parce que je suis pour l'abolition de toute une série de dettes quand elles n'ont pas servi aux populations et quand elles enrichissent uniquement des créanciers, puisque l'essentiel des créanciers maintenant des différents pays, ce sont des compagnies, des grandes banques, des hedge funds, des compagnies d'assurance, etc. Alors on va nous dire, oui, mais bon, si on fait ça, ça va se répercuter sur les pauvres petits épargnants mais on peut très bien faire un sauvetage bancaire qui épargne justement ces petits épargnants et qui fait payer les plus grosses instances. Donc bref, tout ça pour dire que oui, s'il n'y a pas de mobilisation et si on reste dans une certaine apathie comme ça, qui est
j'avoue que les luttes, c'est compliqué, hein, c'est quelque chose qui est difficile. C'est ça aussi la grande force du capitalisme, c'est de nous avoir donné un certain confort et de nous avoir donné des choses à perdre. Et voilà, beaucoup, on est propriétaire, on a un boulot, etc. Donc, c'est pas facile de faire grève, donc tout ça, c'est pas évident. Et c'est vraiment quelque chose qui légitime le capitalisme. C'est ça sa force, justement. C'est qu'un système, en général, il bascule quand l'oppression est tellement importante et quand les gens n'ont plus rien à perdre, ne voient plus rien à gagner. Or, pour l'instant, même si la situation est de plus en plus compliquée, on a encore beaucoup de choses à perdre. Donc moi, sur un peu plus long terme, ce que je vois un petit peu, et pour revenir à ce concept d'effondrement, c'est un effritement petit à petit de notre société. C'est-à-dire des sociétés qui vont perdurer, mal s'il y a, encore une fois, j'envisage le pire sans lutte sociale, etc. Donc des sociétés qui vont perdurer dans leur logique de croissance infinie, avec à la clé des ruptures de plus en plus nombreuses, style, voilà, là on a une rupture sanitaire qui est aussi provoquée de part et d'autre liée à cet extractivisme à outrance, cette perte de biodiversité, etc. Mais on aura d'autres ruptures qui vont s'annoncer. Ça pourrait être des ruptures climatiques, des ruptures économiques, des ruptures d'approvisionnement. Donc, c'est des choses qui, petit à petit, vont s'amplifier. Alors, ça ne va pas être un grand effondrement, mais en tout cas, des ruptures et dans lesquelles le quotidien va être de moins en moins normal, entre guillemets. C'est un petit peu ça que je trouve intéressant, et je le dis souvent un peu aux élèves, sans les plomber, je dis jamais aux élèves ce concept je parle jamais de ce concept d'effondrement pour pas les plomber, parce que c'est un concept qui peut être lourd de sens, mais je leur dis souvent qu'ils doivent s'habituer à ce que leur vie future risque d'être gravement, enfin pas gravement, mais perturbée en tout cas. Et ce que je leur dis souvent, c'est que voilà, c'est que si on prend une perturbation en amont, si on l'envisage, etc., elle sera plus facile à passer que si on ne l'envisage pas. On voit que cette pandémie, là, le gros problème de cette pandémie, c'est qu'on était des générations qui n'avaient plus connu de pandémie, et donc on est arrivé complètement, complètement désarmé par rapport à ça. Si on avait vraiment mis les choses en place dès le départ, etc., c'est une pandémie qui aurait très bien pu passer avec beaucoup moins de dégâts. Donc on voit que c'est l'impréparation, et c'est pour ça on critique beaucoup les collapsologues en disant ouais, c'est des prophètes de malheur, alors ok. Maintenant, si on avait écouté les collapsologues déjà depuis 2015, je pense qu'on serait dans une situation qui serait moins pire que celle qu'on a maintenant. Donc il faut arrêter de vouloir tuer le messager par rapport à ça. Oui, il est évident qu'on aurait pu écouter les collapsologues, par exemple, sur la fabrication de médicaments à l'échelle locale plutôt que de tout délocaliser en Asie. Ça aurait déjà si je peux été juste encore redire un petit mot, Laurent. Encore une fois, ce qu'il faut aussi, et je me répète, désolé, mais si on veut vraiment retrouver, c'est un concept à la mode, l'autonomie, une certaine autosuffisance, une certaine autonomie, ça ne peut pas exister sans remettre en cause des politiques plus globales de marchandisation. Comment est-ce qu'on peut envisager une politique d'autosuffisance alimentaire sans remettre en question les accords de libre-échange? Comment envisager une politique de refinancement de notre économie bas carbone, etc., sans remettre en cause les dettes? Donc, il y a toute une série de choses comme ça qu'il faut vraiment envisager. Donc, des alternatives locales, etc., d'autonomie, d'autosuffisance sont clés, mais elles ne peuvent être débouchées sur quelque chose que si on les combine à des combats beaucoup plus larges, beaucoup plus globaux, et des combats politiques qui visent, encore une fois, à sortir des aspects de nos sociétés de la logique marchande. Là-dessus, on est effectivement totalement d'accord. On va terminer cette interview avec 5 questions très rapides. Quel est ton prochain livre? Je ne sais pas encore. J'avoue que ça fait quelques mois maintenant que j'ai eu un peu de temps avec les confinements et j'ai eu beaucoup de mal à écrire. Donc j'ai des projets notamment sur cette logique d'externalisation que j'aimerais bien un peu pousser. Mais pour l'instant, c'est vraiment encore trop flou. Donc voilà, pour l'instant, c'est en surpont. Je viens de rejoindre un blog, je fais un petit peu de pub, qui va se transformer en site internet qui s'appelle Géographie en mouvement, avec un autre géographe, avec 2 autres géographes. Et donc, on va essayer d'amener un peu d'une certaine géographie critique sur l'actualité et ainsi de suite. C'était un blog qui existait déjà, donc ça va être un projet qui va me prendre pas mal de temps. Mais un livre, pour l'instant, il n'y a pas encore. Il est juste dans ma tête. Tu en as publié un cette année, de toute façon. Oui, j'ai publié un livre qui s'appelle Manuel pour une géographie de combat, donc qui vise justement qui reprend un peu. Merci pour la pub pour le blog. Donc le blog va se transformer en site dans les semaines qui arrivent. Et ce livre, oui, Manuel pour une géographie de combat, qui vise un peu, qui reprend pas mal de questions qu'on a abordées ici et qui vise à me donner des arguments justement à tout géographe pour amener un peu une géographie un peu plus militante et beaucoup moins technicienne, comme on en a souvent eu l'expérience dans différentes écoles dans le passé, malheureusement.
D'accord. Quelle est ta pire inquiétude? Alors, ma pire inquiétude, c'est quelque chose auquel je pense souvent et par rapport à tout ce que j'ai dit, quand on perd un peu ses repères, quand la société à laquelle on est habitué ne nous correspond pas, quand on a toute une série de ruptures, il y a une grave inquiétude et qui, à mon sens, nous pend tous au nez, c'est que la recherche de sécurité prenne le pas sur tout le reste. Et ça, c'est vraiment pire inquiétude. Je pense qu'une société dans laquelle la sécurité, qui est une valeur légitime, hein, on est bien d'accord, mais à partir du moment où cette recherche de sécurité prend le pas sur toute une d'autres valeurs, comme la solidarité, comme la bienveillance, enfin toute une série de choses, je pense que ça, c'est vraiment là où on doit s'inquiéter. Et malheureusement, je parlais beaucoup des replis identitaires, souvent je l'interprète comme ça, où au nom de la sécurité, au nom d'une demande de sécurité, on est prêt à laisser le voisin crever dans la Méditerranée parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que nous, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une inquiétude que j'aurais. Et quel est ton meilleur espoir? Ben, je me répète, mais les mobilisations, les luttes sociales, voilà, de l'auto-organisation des gens, que ce soit au niveau local, au niveau national, enfin, à tous les niveaux de pouvoir. Je pense qu'il faut vraiment maintenant essayer. Je pense qu'on ne peut plus être neutre, en fait. La neutralité, bon, c'est déjà un concept contre lequel je me suis beaucoup battu pendant mes années d'université. Mais je pense que maintenant, la société est tellement clivante qu'on ne peut plus se permettre d'être neutre. Et donc, je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est prendre position et se mobiliser pour ce que l'on croit juste. Je pense que ça, c'est un espoir, peut-être un peu utopique, mais un espoir. Un livre que tu recommandes? Alors, j'ai lu un livre il y a quelques mois de Fabien, je l'avais noté, Fabien Scheidler, qui s'appelle La fin de la méga machine. Et qui m'a vraiment secoué parce que ben voilà, je trouve que c'est un livre qui revient sur 5000 ans d'histoire et qui recontextualise tout d'une façon qui, moi, me convainc beaucoup. En mettant les liens, enfin toute une série de systèmes d'oppression en les mettant en lien, c'est-à-dire les systèmes de croyances religieuses, les systèmes étatiques, les systèmes capitalistes, etc. Et enfin voilà, je trouve qu'on a vraiment une bonne compréhension du monde. Et ce livre, qui est pourtant assez gros, mais que je l'ai lu vraiment, enfin qui se lit très rapidement. Et donc je conseille vraiment, enfin dès que je peux, je conseille ce livre parce que je trouve qu'il est, enfin, il est vraiment irréprochable. Et un film que tu recommandes? Alors, j'avais été briefé sur les questions, donc j'ai beaucoup réfléchi. J'ai du mal parce que la plupart des films que j'aime bien n'ont rien à voir avec le sujet. Et donc, je voulais, moi, j'aimais bien et je trouve que c'est une série qui mérite d'être regardée. C'est la série Walking Dead. Et je trouve ça intéressant. Alors, peut-être pas la fin, j'ai pas achevé, mais les premières saisons sont vraiment intéressantes parce que, bon, elles sont critiquables, hein. On est vraiment dans le pur imaginaire de l'effondrement que je dénonce par ailleurs, hein. Donc, en plus, c'est quand même une société qui vante le port d'armes. Enfin, donc, on est bien d'accord là-dessus. Mais ça pose quand même toute une série de questions intéressantes, et notamment ce que je disais, où là, on est vraiment dans une société, des groupes de personnes qui ont perdu tous leurs repères, et dans lequel, ben là, la sécurité prend le pas sur tout le reste. Et voilà, et on voit hein, notamment des extraits célèbres, moi, qui m'ont vraiment marqué, où les groupes voient d'autres personnes et le grand dilemme, est-ce qu'on les laisse mourir, est-ce qu'on prend le risque de les aider sans les connaître, etc. Et donc, je pense que ça permet de réfléchir un petit peu et de voir un peu où on en est. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. En plus, voilà, c'est un peu lien avec l'effondrement. On est toujours un peu dans cet imaginaire post-apocalyptique, mais je pense que la plupart des collapsologues, même s'ils ne l'admettent pas, on est quand même, ça nous fascine quand même un minimum. Donc, voilà. Merci Renaud Duterme, merci à Théo Olivet pour la technique et à Laurent Hayet ces questions. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que Laurent ait une dernière curiosité à assouvir. Non, c'est assez clair. Merci à vous, en tout cas, c'était vraiment un chouette exercice. Merci à toi. Et